Je passais le temps dans une petite boutique d'importation pittoresque située à 2 pas de Piccadilly Circus, en plein cœur de Londres. Je me contentais de regarder les bibelots intéressants exposés, sans chercher quoi que ce soit en particulier. Une voix féminine familière a dit doucement « Hello, Michael », prononçant le nom que personne ne m'avait appelé depuis longtemps. Je me suis retourné et j'ai rencontré une paire d'yeux bruns qui avaient encore le pouvoir de faire battre mon cœur. Il est étonnant de voir combien d'émotions peuvent vous envahir en une fraction de seconde. J'ai senti des palpitations dans ma poitrine, de la surprise, de la confusion, l'envie d'embrasser cette femme et, enfin, une froide amertume. Je l'ai regardée pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes, mais probablement moins de 10 secondes. « Bonjour, Gretchen. » Eh bien, c'est une surprise. J'ai repris ma lecture, peu désireuse d'engager la conversation, mais consciente qu'il était impossible de l'éviter. Je savais que Gretchen ne laisserait jamais les choses en l'état. « Vous avez quelques minutes pour bavarder ? Je te laisserai même offrir un café à une fille, et nous pourrons parler, m'a-t-elle dit en me taquinant. Je ne crois pas, Gretchen. J'ai le temps, mais je ne suis pas sûr que nous ayons quelque chose à nous dire, ai-je déclaré fermement. Je n'avais aucune envie d'être poli avec la femme qui avait détruit ma vie. Je savais qu'elle persisterait, mais elle devrait travailler pour cela. J'ai entendu un soupir silencieux, suivi de « S'il te plaît, Michael, j'aimerais vraiment te parler, et je vais payer le café. » Je l'ai regardé dans le vide pendant un moment avant de céder. Je l'ai regardé dans le vide pendant un moment avant de finalement céder. Mais appelez-moi Mike. Je ne m'appelle plus Michael. Elle roula légèrement des yeux et répondit avec une pointe d'arrogance, « Je pense que j'ai gagné le droit de t'appeler Michael si je le veux. » D'accord, Pookie, fais comme tu veux, ai-je dit. Elle était visiblement ébranlée par mon utilisation de ce petit nom enfoui depuis longtemps, celui que j'utilisais lorsque nous étions ensemble. Dans les jours heureux, je me glissais derrière elle, je l'entourais de mes bras et je la taquinais. Je parlais toujours d'une voix faussement vietnamienne, « Monte, Pookie, et donne-moi un peu d'amour. J'ai besoin de toi, Pookie. Il faut que je t'aie. S'il te plaît, Pookie, déshabillons-nous. » Elle poussait toujours un cri et, en riant, disait, « Éloigne-toi de moi, espèce de pervers. Tu n'auras pas d'amour tant que je ne serai pas prête. Petite bestiole, va prendre une douche froide. » Elle m'aspergeait souvent avec l'eau du pchit de la cuisine ou transformait ces petites pièces en un acte d'amusante poursuite dans la maison. C'était amusant, et nous l'apprécions tous les deux. C'était le bon temps. Elle sembla soudain troublée et s'arrêta un instant. « Tu as raison. Mike, dit-elle doucement, avec une pointe de tristesse. Sa réaction m'a surpris, et j'ai eu la nette impression que derrière cet abandon silencieux se cachait quelque chose de bien plus profond que les mots ne pourraient l'expliquer. Avec une énergie nouvelle, elle s'est approchée du comptoir et a commencé à parler au propriétaire du magasin dans une langue que je n'arrivais même pas à reconnaître. La petite femme asiatique derrière le comptoir m'a jeté un coup d'œil, m'a fait un signe de tête solennel, puis s'est inclinée légèrement, nous faisant signe de la suivre dans un petit café-bar à l'arrière de la boutique. Devant le bar se trouvaient 2 petites tables entourées de chaises tressées. Nous avons choisi une table, nous nous sommes assis et la femme souriante nous a apporté 2 cafés. Sans même y penser, Gretchen a choisi la chaise qui faisait face au bar et au mur, tandis que j'ai fait le tour de la table et pris la place qui faisait face à la porte. La mémoire musculaire ne s'efface pas. C'était un rituel que nous avions répété des milliers, voire des millions de fois au cours de nos 24 années de mariage. Je devais toujours faire face à la porte. C'était un tic nerveux, si l'on peut dire, une habitude héritée de mon service au Vietnam. Après toutes ces années, nous suivions toujours nos vieux rituels. Je pense que nous l'avons tous les deux remarqué, à en juger par le léger sourire curieux qui est apparu sur le joli visage de Gretchen. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment et, malgré tous mes efforts, mes pensées sont revenues sur la dernière fois que j'avais vu cette belle femme, mon ex-femme. Nous vivions dans une petite ville du Connecticut, et je nous considérais comme un couple heureux. Mais depuis quelques mois, ma femme semblait distante. Je la voyais et lui parlais tous les jours, mais je sentais un fossé se creuser entre nous. J'ai essayé de ne pas m'y attarder et j'ai plutôt redoublé d'efforts pour l'engager, pour la rapprocher de moi à nouveau, pour la rendre heureuse. À cette époque, nos 2 enfants avaient déjà quitté la maison, essayant de s'établir dans leur nouveau rôle d'adultes. Brett, notre fils aîné, avait 23 ans et venait d'obtenir son diplôme universitaire. Pendant sa dernière année d'études, il avait épousé une gentille fille nommée Amy, que tout le monde adorait.
Lui et Amy travaillaient tous deux à New York et faisaient la navette en train jusqu'à leur petite maison de ville dans le New Jersey. Ils avaient déjà atteint un certain niveau de réussite et étaient profondément amoureux l'un de l'autre. C'était très agréable à regarder. Notre deuxième enfant a été notre fille, Misty, qui avait 21 ans. Elle est la prunelle de mes yeux, un lien spécial entre les pères et leurs filles, et notre enfant sauvage. J'ai retenu mon souffle et ma patience la plupart du temps pendant qu'elle était à l'école. Mais dès sa deuxième année d'université, elle a enfin compris que tous les « non » que nous lui avions opposés étaient destinés à son bien. Elle s'est installée et est maintenant sur le point d'obtenir sa licence, figurant souvent sur la liste du doyen. C'est exactement ce qui s'est passé. J'étais en train de rédiger un article destiné à paraître dans l'un des magazines publiés par mon employeur lorsque ma femme m'a appelé. C'est Gretchen, Michael. Voudrais-tu déjeuner avec moi aujourd'hui? Je sais que c'est une invitation de dernière minute, mais j'ai pensé que, pour changer, ce serait amusant de faire quelque chose de spontané. J'étais ravi. C'est une idée fantastique, bien sûr, ma chérie. Je suis ravi que tu aies téléphoné. As-tu un endroit en tête, ou dois-je en choisir un? Retrouvons-nous au café Paris dans, disons, 45 minutes. Cela vous convient-il? Demande Gretchen sur son ton professionnel et mesuré. La distance entre nous était encore grande, mais au moins c'était un début. J'étais ravi et j'espérais que notre relation se réchaufferait. Avec les cloches, je serai là. Dois-je porter autre chose? Je souriais en parlant, tentant de détendre l'atmosphère et de transmettre mon bonheur. Bien sûr, s'il vous plaît, a-t-elle répondu, sans avoir l'air particulièrement amusée. D'accord, on se voit à 12h15. Merci, bébé, c'est une super idée. Je t'aime, dis-je en me levant de mon bureau et en attrapant ma veste, un large sourire aux lèvres. D'accord, a-t-elle répondu, à bientôt. Je me suis dépêché de prendre ma voiture et j'ai traversé la ville pour aller déjeuner avec ma chère épouse. Il m'est impossible de décrire à quel point ce simple geste de sa part a compté pour moi. Lorsque je suis entré, elle était déjà assise à la table avec un verre de vin. Je me suis penché pour l'embrasser après avoir touché son épaule. Elle m'a tendu la joue à la place, en tournant légèrement la tête. Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'ai dit, « Eh, ma belle, tu veux sortir avec moi ?» avec un sourire idiot. Elle a souri un peu. Pour que nous ayons plus de temps pour parler plus tard, passons notre commande maintenant. Après avoir passé nos commandes, elle a commencé à me parler de quelques travaux de traduction qu'elle effectuait en tant que spécialiste linguistique pour Trade, une société d'import-export. J'ai écouté et mangé, mais j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise. Elle touchait à peine à sa nourriture. Une fois la vaisselle débarrassée, elle a payé l'addition avec sa carte de crédit professionnel, en précisant que tout allait bien et que son patron savait qu'elle m'invitait à déjeuner. Elle a regardé la table en silence pendant un bon moment. J'allais lui demander ce qui n'allait pas quand elle m'a soudain regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Michael, ce n'est pas facile à dire. » Elle a hésité un moment avant de poursuivre, « Michael, j'ai une liaison depuis environ 8 mois. Je l'aime et je veux divorcer. » En une seconde, j'ai été abasourdi, consterné et absolument anéanti. Je ne pouvais pas parler, alors je l'ai regardé fixement. Mon monde s'est effondré en un instant. Je n'avais jamais été aussi ébranlé de ma vie, même après tout ce que j'avais vu pendant la guerre. J'étais brisé jusqu'à la moelle. Je ne pouvais plus penser. Je ne pouvais plus parler. Tout était perdu. J'étais perdu. Elle m'a ensuite dit qu'il était extraordinairement riche, un milliardaire, en fait, et qu'il prendrait en charge tous les frais du divorce. Puisqu'il était si riche, elle ou il n'exigerait rien de moi dans le cadre du règlement. Je pourrais tout garder. Je me souviens vaguement qu'elle a dit que ma petite propriété resterait intacte. Lorsqu'elle a prononcé le mot « propriété », elle a fait un geste dégoûtant et condescendant avec ses doigts. Je savais qu'elle parlait, mais je n'entendais rien. J'avais l'impression d'être dans un tunnel, de voir les lèvres de ma femme bouger mais de ne pas enregistrer le moindre son. Chaque mot sonnait comme un glas, annonçant ma mort. Puis elle reprit, « Michael, c'est ce que je veux vraiment, et si tu ne luttes pas, c'est mieux pour nous deux. Se battre ne fera que prolonger l'agonie, mais le résultat sera le même. Ce soir, je pars pour l'Europe avec lui, et je ne reviendrai pas. » Elle ajoute honnêtement, « Je ne reviendrai pas dans un avenir proche, du moins pas avant que le divorce ne soit prononcé. S'il te plaît, laisse les choses se faire sans interférence. Tu t'es toujours soucié de mon bonheur, et c'est ce qui me rendra vraiment heureuse.
J'appellerai les enfants une fois que je me serai installé à Paris. Tu n'as pas à t'en inquiéter, même si je ne sais pas comment ils réagiront. Sur ce, elle s'est levée et est sortie de ma vie, tandis que je restais assis là, encore incapable de croire ce qui venait de se passer. Il s'est avéré que les enfants ne l'ont pas bien pris. Ils étaient tout aussi choqués et blessés que moi. Elle ne les a jamais appelés et c'est moi qui ai dû leur annoncer la nouvelle. À un moment donné, j'ai même été accusé de l'avoir assassiné et d'avoir fait disparaître son corps. Après le départ de ma femme, les mois qui ont suivi ont été terribles. Mes enfants et moi avons eu d'amères disputes, fouillant dans nos émotions, essayant de comprendre ce que nous avions fait pour provoquer cela, et échangeant des reproches. J'ai réussi à obtenir le nom et quelques informations sur l'ami de Gretchen auprès de son bureau, officieusement, bien sûr. Ensuite, j'ai commencé à chercher sur Internet des photos ou des articles à son sujet. Heureusement, j'ai pu découvrir de nombreuses images de lui, prises après son départ, avec une Gretchen rayonnante dans ses bras, une preuve irréfutable qui a mis fin à toute préoccupation quant à mon rôle dans sa disparition. Il est intéressant de noter que, bien que de nombreuses autres personnes aient été identifiées sur les photos, son nom n'était pas mentionné dans les légendes. Il semble qu'ils essayaient de garder leur vie domestique secrète. Environ un an plus tard, j'ai pu reconstruire ma vie et j'ai recommencé à m'intéresser au monde. Pendant cette période, je me suis lié d'amitié avec quelques employés de l'ancien lieu de travail de Gretchen. Grâce à eux, j'ai découvert que les cadres supérieurs étaient non seulement au courant de la liaison de Gretchen, mais qu'ils fournissaient également une quantité importante de travail et de produits pour le commerce, et qu'ils pensaient donc qu'il était dans leur intérêt de le rendre heureux. Certains employés ont même reçu des notes internes leur demandant d'ignorer la situation et de garder le silence. Les petites aventures de Gretchen s'étaient déroulées pendant les heures de travail. Pouvez-vous dire « procès » ? Oui, je les ai poursuivis. Et maintenant, je vis assez confortablement, sur leur dos. Je n'ai pas obtenu ma part de chair de Gretchen ou de son charmant milliardaire, notre accord de divorce stipulait que je ne pourrais jamais révéler publiquement son identité, blablabla, mais je n'ai eu aucun problème à faire ressentir ma douleur à la partie coupable. Plus de 3 ans se sont écoulés depuis notre dernier déjeuner, et me voilà assis à la même table que mon ex-femme bien-aimée. Elle était toujours aussi belle. Ses vêtements, sa coiffure et son maquillage étaient les plus beaux que l'on puisse acheter, mais il y avait dans ses yeux une lassitude, une tristesse. Ses yeux d'un brun profond, ceux que j'ai toujours adorés, ne me révèlent plus rien. Elle avait l'air vide à l'intérieur. Lorsqu'elle était heureuse ou excitée, ses yeux avaient l'habitude de danser, de s'enflammer et de pétiller de vie. Mais aujourd'hui, ce feu s'est éteint. Il semblait qu'elle n'était toujours pas en mesure de saisir le bonheur. Tu as l'air en forme, Michael. Peut-être un peu plus mince et plus musclé, commença-t-elle. Merci, répondis-je simplement. C'était son émission. Elle le voulait, et elle pouvait le diriger. Je trouve toujours incroyable que nous nous soyons rencontrés à Londres. Quelles sont les chances, a-t-elle poursuivi. Oui, c'est assez difficile à croire, ai-je répondu sèchement. Je fais beaucoup de traductions dans mon nouveau travail. J'ai même appris quelques nouvelles langues, poursuit-elle, toujours à la recherche d'une ouverture. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez toi. Tu es une femme très talentueuse et magnifique, ai-je fini par admettre. Les larmes lui montent aux yeux et elle les lâche brusquement. Merci, a-t-elle murmuré. Ces jours-ci, on ne me reconnaît pas beaucoup. Je ne suis même pas sûr que quelqu'un sache que j'existe. Je pensais que votre mari vous ferait parader. Il ne m'a jamais épousée, dit-elle avec un sourire amer. Le fait que je parle plusieurs langues ne fait de moi qu'un objet d'exposition. Il me montre quand il veut impressionner quelqu'un, pour que je l'amuse, que je lui parle dans sa langue et que je lui montre comment s'amuser. Une Américaine de 40 ans qui est toujours prête à s'amuser, qui peut guider les gens presque partout dans le monde et qui parle d'autres langues que l'anglais. Cela doit être rare. Elle rit mélancoliquement. Je suis devenue une femme adultère de grande valeur. Quoi? J'ai réagi sans réfléchir. Pourquoi ne pas partir? Prends le prochain vol et fiche le camp, ai-je dit, la voix brûlante de frustration. Ce n'est pas facile. Je vis très bien, mais je suis constamment surveillé. Partir serait incroyablement difficile. Je ne peux vous parler qu'en ce moment puisque nous nous sommes croisés par hasard et que je n'ai pas quitté le magasin. D'ailleurs, Marika, la propriétaire, est une amie, et elle me couvre en quelque sorte quand je dois me cacher un peu. Cela semble mauvais, mais je suppose que c'est ton choix. D'accord, changeons de sujet.
Pourquoi n'as-tu jamais appelé les enfants? C'était difficile de les convaincre que je ne t'avais pas tué et que je ne m'étais pas débarrassé de ton corps. Ils étaient dévastés de n'avoir jamais eu de nouvelles de toi, et j'insistais pour qu'elle me réponde. Elle semble s'enfoncer encore plus dans la tristesse. Je n'en avais pas le droit. Je suis parti le jour même en jet privé, et mon ancienne vie a été complètement coupée de moi. Comme je l'ai dit, je suis toujours surveillé. Soudain, elle s'est penchée en avant et m'a regardé dans les yeux. Je ne peux même pas commencer à compter le nombre de fois où j'ai souhaité être encore allongé à côté de toi dans notre maison du Connecticut, alors que j'étais allongée toute seule dans une immense maison dans un endroit lointain, Michael. Mon Dieu, tu me manques. Tu nous manques. J'ai senti que je retombais dans une vieille habitude, l'instinct de tout arranger pour que Gretchen soit heureuse. Je me suis figé lorsque j'ai remarqué que j'étais en train d'y retourner. J'ai levé les mains en signe de reddition et j'ai prononcé les mots « Attendez, attendez, attendez. Je ne peux pas améliorer ta vie. Et surtout, je ne veux pas rendre ta vie meilleure. Comment oses-tu t'asseoir ici et te plaindre de ta situation? C'est vous qui avez fait ça. C'est ce que tu as choisi. Tout un groupe de personnes que j'aime profondément a dû vivre et faire face à la situation que tu as créée pour eux. Ce n'était pas quelque chose qu'ils voulaient. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont choisi. Leur vie a été définitivement changée par les choix et les décisions que vous avez pris sans leur avis, sans leur consentement. Et maintenant, après 3 ans, je tombe sur toi par hasard, et d'une manière ou d'une autre, tout tourne autour de toi. Bon sang, je suis déjà épuisé. Vous savez quoi d'autre? Tu ne t'es même pas renseigné sur tes propres enfants. Quel genre de mère fait ça? Juste pour que tu saches, tu es grand-mère maintenant. Brett et Amy ont une magnifique petite fille qui aura 2 ans dans quelques mois. Si cela vous intéresse, elle s'appelle Brianna Lynn. Votre fille, Misty, vous vous souvenez d'elle? Prévoit d'épouser dans 6 mois un homme formidable, Trevor. Elle espère toujours que tu seras présente au mariage, mais c'est assez difficile quand on n'a pas d'adresse pour toi ou de moyens de te contacter. Je vais peut-être envoyer l'invitation ici. Je commençais à hyperventiler, j'ai donc fait une pause, mais j'étais sur une lancée. J'ai laissé libre cours à tout le ressentiment et la colère que j'avais retenu à l'intérieur. Et quant à moi, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter la façon dont tu m'as traité? Je t'ai aimé avec tout ce que j'étais, avec tout ce que j'avais. Tu m'as abandonné sans même me dire au revoir. Est-ce vrai que tu n'as jamais regretté d'avoir gâché ma vie? Alors ne reste pas là à pleurnicher. Tu as tout gâché. Tu nous as jetés. Tu m'as jeté. Tu cherches une épaule sur laquelle pleurer? Ce ne sera pas la mienne. Tu as tué ce privilège il y a 3 ans dans un petit café du Connecticut. J'étais sur le point de me lever et de m'en aller, comme elle l'avait fait il y a 3 ans, lorsqu'une voix angélique avec un accent anglais distinct a traversé la brume brûlante. Mike, pour l'amour du ciel, je ne peux pas te laisser seul pendant 5 minutes sans que tu ne discutes avec une belle femme. Je te jure, je devrais te battre à mort, dit-elle en essayant de paraître furieuse, mais la lumière malicieuse de ses yeux verts la trahit. J'étais tellement pris dans ma tirade que je n'avais même pas remarqué l'entrée de Pamela. Je lui ai souri chaleureusement. Hey, Baby. Pamela, je te présente Gretchen, mon ex-femme. Gretchen, voici mon amie, Pamela. Gretchen était encore sous le choc de mon assaut verbal, et elle se retrouvait maintenant face à sa remplaçante. Elle ne dit rien, essayant de garder son sang-froid. Pamela s'est contentée de tendre la main dans un geste conventionnel de bienvenue et de sourire. C'est un plaisir de vous rencontrer, Gretchen. Je crains que Mike n'ait pas dit beaucoup de bien de vous, mais il a beaucoup parlé de vous. Je suppose que je dois vous remercier d'avoir laissé partir ce garçon et de m'avoir donné la chance de l'attraper. Il peut être assez difficile, mais je le domestiquerai peu à peu. Mike, mon Yankee fou, je crains que nous ne devions nous mettre en route si nous voulons prendre le train pour Ellie, dit-elle après m'avoir doucement frotté les épaules et m'avoir adressé un grand sourire. Désolé de vous interrompre, mais je surveille l'heure. Je lui ai tapoté la jambe. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je suis en train de terminer. Je me suis ensuite tourné vers Gretchen, qui chancelait encore, et j'ai dit, nous devons partir, mais merci pour le café et pour le temps que vous m'avez accordé. J'ai ajouté, j'espère, Gretchen, qu'un jour tu trouveras le bonheur. Malheureusement, tu ne nous vois pas. Je transmettrai vos salutations aux enfants et leur dirai que vous leur avez dit que vous les aimiez, même si c'est un peu un mensonge. Comme elle ne cherchait pas au bon endroit, je lui ai serré la main et j'ai ajouté,
et merci pour ces 23 bonnes années. Pour l'essentiel, ce furent des années heureuses pour moi, et je l'apprécie sincèrement. Au revoir, Gretchen. Elle est restée assise, arborant la même expression stupéfaite que celle que j'avais arborée il y a 3 longues années. Pamela et moi sommes sortis dans les rues animées de Londres, nous dirigeant vers notre train. Je crois qu'elle avait entendu suffisamment de choses pour comprendre qu'il ne s'agissait pas de retrouvailles heureuses, mais elle n'a jamais posé de questions sur cette rencontre. Je me suis senti libre pour la première fois depuis longtemps. Oui, je me suis senti libérée, peut-être même un peu joyeuse.